Salut à toute la gratardie. Aujourd'hui, la petite vidéo sur les langues, sur les idées reçues, les idées débiles, les idées fausses et les idées préconçues qu'on peut avoir sur les langues européennes que j'avais promises pour la semaine passée. Bon, il y a eu l'attentat contre Trump, donc j'ai préféré quand même parler de ça pour cadrer un minimum avec l'actualité, d'autant que je pense sincèrement que ça va avoir des grosses répercussions pour sa potentielle élection. Il fallait en parler. On va faire un petit avant-propos. Vous êtes relativement nombreux maintenant quand même, je trouve. Il y a un peu plus d'affluence sur la chaîne pour venir me regarder. Alors, moi, j'estime que si toi, à l'instant, là, tu me regardes, c'est que tu aimes l'Europe, les peuples européens, la liberté géographique, les langues et, on va dire, un certain sens de la démerde, de la débrouille, le système D en quelque sorte. Pourquoi t'es pas abonné? Abonne-toi maintenant tout de suite, c'est un ordre. Tu ne rateras pas les prochaines sorties. Je suis déréférencé de YouTube, ça j'en ai déjà parlé suffisamment de fois. Donc pour ne pas louper les prochaines sorties, abonne-toi et vérifie que ton abonnement se maintient parce qu'en plus de ça, il faut savoir que YouTube désabonne les gens des chaînes qui jugent problématiques. Et vu que il se trouve que je suis un méchant ethno-différentialiste, je suis pas mis en avant par YouTube malheureusement. Ça, il faut quand même le savoir. Donc, pense à t'abonner, mets un petit commentaire, largue un petit commentaire pour le référencement, ça aide aussi également à faire monter les vidéos. Et là, maintenant, je vais m'adresser à ceux qui me suivent donc depuis un peu plus longtemps. Pensez s'il vous plaît à repartager la vidéo que j'avais faite à propos du gauchisme pathologique des Français. Je sais qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont en France, qui ne sont pas encore prêts à partir de France, etc. Ce que je ne juge absolument pas. Moi, j'ai une vision très libérale sur l'expatriation. J'estime que c'est pas forcément fait pour tout le monde. Et la plupart des gens, en réalité, ceux qui ont des attaches, par exemple, qui ont une entreprise, qui ont un très bon contrat, qui ont une famille, tout simplement, eux, ils sont beaucoup plus empêchés, entre guillemets, de pouvoir partir facilement que quelqu'un qui n'a pas encore toutes ces attaches-là. Mais la vidéo que j'avais faite donnera des clés de compréhension aux gens qui se disent « Mais pourquoi les Français, peuple manifestement et évidemment intelligent dans beaucoup de domaines, pourquoi il est aussi con politiquement ?» Ça pourra apporter des éléments de réponse. Donc s'il vous plaît, repartagez chez les canaux, sur les canaux que vous jugez être perméables un peu, on va dire, à cette vision de l'Europe que nous avons. Voilà. Maintenant, on va passer à l'introduction et on va aujourd'hui s'occuper de tordre le cou à beaucoup d'idées reçues et fausses. En général, les idées reçues sont fausses. En l'occurrence, dans le domaine de certaines sciences, etc. La linguistique, justement, n'échappe pas à la règle. Donc, on va tordre le cou à quelques idées reçues et fausses sur les langues européennes, ou au moins les langues parlées en Europe. Toutes les langues parlées en Europe ne sont pas européennes. Notamment, on a toujours, je pense, alors là, je vais parler des expatriés français en Pologne. Les Polonais croient dur comme fer, mais vraiment, 100% qualité. Ils pensent que le polonais, c'est la langue la plus dure du monde. Et ça, on l'a beaucoup entendu en tant que Français de la part de Polonais. Quand on commence à parler polonais et avoir un niveau conversationnel bon, ils sont étonnés, on passe pour des surhommes, alors qu'en réalité, il n'y a pas vraiment de quoi, vous voyez. On a également là l'idée reçue que le latin a engendré toutes les langues en Europe. C'est quelque chose que beaucoup de gens pensent, mais même des gens intelligents. Là, c'est pas du tout une question d'intelligence, c'est plutôt une question de culture sur ces sujets-là. Et je peux comprendre que les gens n'aient pas forcément d'intérêt pour ces sujets-là, mais on va en parler. Ils ont cette idée reçue-là. On imagine aussi qu'il y a des langues qui sont difficiles par essence. On verra que c'est un peu différent en réalité. Et on a également cette idée reçue que les langues qui viennent du latin sont des langues latines. Et ça, il se trouve que c'est un abus de langage qui est tellement énorme que même maintenant, certains linguistes commencent à répéter cette absurdité qui est une absurdité. On le verra en fait pourquoi. Donc, let's go. Alors, la première idée reçue, c'est que le latin a donné toutes les langues en Europe. Non. Le latin n'a donné que les langues romanes. Donc les langues qui viennent du latin sont les langues romanes. Le français, l'italien, l'espagnol, le portugais, le roumain, on va dire que ça c'est les 5 langues entre guillemets principales, établies, normées, standardisées, propres à des pays
bien identifiables, mais on a également des langues romanes qui sont de l'ordre de la standardisation quand même, mais qui ont un statut non officiel. Par exemple, l'occitan, c'était l'ancienne langue parlée dans le sud de la France, on va dire à 200 km, à en gros 100 km au sud de la Loire, on parlait occitan. Le sarde, en Sardaigne donc, et le corse, par exemple. Voilà, le corse étant étroitement apparenté à l'italien, même si ça les emmerde quand on dit ça, c'est pourtant vrai. Voilà. Alors, il est vrai que quand, par exemple, on commence à étudier l'allemand, le polonais, le russe, pourquoi pas même, voilà, et à plus forte raison l'anglais, on trouve quand même pas mal de mots d'origine française. Oui, mais ce ne sont pas des mots qui sont apparus en filiation directe, c'est-à-dire qu'en gros, on pourrait penser que effectivement il y a une racine commune avec le mot français qu'on voit en allemand ou en anglais ou en polonais et le mot français qu'on a nous. Pas du tout. Ce sont des emprunts qui ont eu lieu, grosso modo, je dirais, à partir du 15e, 16e siècle, là où le français prenait, on va dire, une valeur très nobiliaire, très aristocratique, très diplomatique. Et effectivement, on a des mots comme, par exemple, administration, privatisation, des mots, beaucoup de mots qui finissent en sion, voyez, qui sont passés dans beaucoup de langues sans que ça soit pour autant des lexèmes qui soient originaires de ces langues-là, vous voyez. Mais ce sont des emprunts. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il existe des langues pour lesquelles les emprunts sont en beaucoup plus grande quantité que d'autres. Si on prend l'exemple de l'anglais, moi je comprends toujours pas pourquoi les Français sont aussi mauvais en anglais, parce que l'anglais, d'ailleurs maintenant les linguistes considèrent que l'anglais moderne est un créole, et c'est le terme est quand même assez violent. Moi quand j'avais lu l'article qui parlait de ça, j'étais assez choqué du terme, parce que quand on dit créole, bon... les ethnodifferentialistes que nous sommes avons certaines représentations mentales en tête, je vous fais pas un dessin desquelles, mais le principe du créole, c'est que vous avez une langue X qui se fait grand remplacer, entre guillemets, voire même pas grand remplacer, mais qui se fait vraiment contaminer profondément dans une grande partie du vocabulaire par une langue Y. Et ça, c'est le cas de l'anglais. Sachez une chose, c'est qu'en anglais, 45% du vocabulaire commun que les Britanniques et que les Américains utilisent viennent de chez nous. Parce qu'il se trouve que l'île de Bretagne, qu'on appelle maintenant la Grande-Bretagne, mais l'île de Bretagne, a été une colonie française. Alors on dit colonie, le terme est pas forcément, mais on va dire, a été une possession française du 11e au 15e siècle, hein, grosso modo, et que on va dire par coercition politique, et ensuite il y a eu une forme de snobisme artistique à partir du 16e, 17e siècle, mais au départ par coercition politique, le français a été imposé de force au peuple. Au départ, dans tous les textes ayant trait à la législation, au droit, aux sciences, etc., mais peu à peu, ces termes-là sont arrivés dans la langue que les gens parlaient au quotidien, et c'est pour ça que vous avez énormément de mots qui viennent du français de chez nous dès le XIIe siècle. Est-ce que vous me croyez si je vous dis que le mot challenge, que beaucoup de gens pensent de bonne foi être un mot anglais, c'est un mot français. Le mot challenge, et ceux qui ne me croient pas peuvent aller vérifier. Mettez en pause la vidéo et allez vérifier ce que je dis sur Google. Challenge est un mot français qui a été pris au XIIe siècle et qui en fait a été adopté tout de suite. Voilà. Il y en a plein des mots comme ça. Le mot stress, c'est un mot français. C'est un mot français dont le sens a complètement changé, mais c'est un mot d'origine française. Des mots comme ça, vous voyez, qu'on penserait pas forcément. Alors là, c'est le cas de l'anglais. Donc 45% du vocabulaire vient du français entre le 12e, je vous ai dit 11e, 12e, jusqu'au 15e siècle au départ. Et ensuite, il y a eu une appétence très forte pour la littérature et le théâtre français par notamment Shakespeare. Shakespeare a beaucoup contribué à la pollution de sa propre langue en important toujours plus de mots français en anglais. Ce qui fait que le XVIIe siècle et le XVIIIe siècle ont été une période accélérationniste pour la dégermanisation de l'anglais, parce que l'anglais est une langue germanique à l'origine, vous voyez. Donc, il faut vraiment comprendre ça. Donc non,
le latin n'a pas donné toutes les langues en Europe. En revanche, le français, la langue française, a eu un rayonnement international. À l'époque, on dit international, c'est inter-européen, parce que le reste du monde n'existe pas en réalité. Voilà, il y a un peu l'Orient vite fait, deux, trois trucs en Afrique du Nord, mais il y a pas, voilà, il y a pas de, voilà, le monde c'est l'Europe, quoi. Voilà, c'est comme ça, et l'Asie un petit peu aussi. Mais donc le français a contribué à, entre guillemets, enrichir, on va dire, à donner des termes qui n'existaient pas forcément, qui étaient moins intuitifs dans d'autres langues telles que les langues slaves, langues germaniques, etc. Mais le latin n'a pas donné toutes les langues. Alors par exemple, si on prend le cas des langues germaniques, les langues germaniques viennent du proto-germanique, tout simplement. Voilà. Les langues slaves viennent du proto-slave. Donc là, on monte à une époque qui date de l'Empire romain, qui date de l'an 100-200 à peu près, vous voyez. On est dans ces zones-là en termes de datation. Sachez une chose également, c'est que le latin vulgaire, qui a donné les langues romanes, on l'appelle parfois en linguistique le proto-roman. C'est intéressant quand même. Le proto-roman qui ensuite s'est diversifié, a donné le français, l'italien, l'espagnol, le roumain, le portugais, etc. Donc là, justement, c'est vraiment pour faire un petit debunk par rapport à ça. Ensuite, deuxième idée reçue, certaines langues sont difficiles en soi. Voilà, c'est absolument impossible de les parler. Elles sont difficiles de façon absolue. C'est faux. C'est faux. Tout dépend de qui doit apprendre quelle langue. Eh oui, parce qu'on apprendra beaucoup plus facilement une langue qui appartient à la famille de langues de sa langue maternelle. Je vous donne un exemple. Un Français apprendra plus facilement l'italien ou l'occitan que le tchèque, par exemple. Tout comme un Polonais apprendra plus facilement le serbe, qui est une langue slave, du sud mais une langue slave, que le français, ce qui est tout à fait logique. D'une manière générale, les trois familles de langues européennes, donc que sont les langues romanes, les langues germaniques et les langues slaves, ont globalement une syntaxe qui vient de l'indo-européen, donc en fait qui a beaucoup en commun, notamment la fameuse structure sujet, verbe, complément. Alors parfois c'est sujet, complément, verbe, mais on reste dans quelque chose qui est accessible pour un QI à 3 chiffres, qui sont majoritairement les peuples européens. Donc, une langue européenne peut être apprise par un locuteur natif d'une autre langue européenne, quelle qu'elle soit, mais globalement, il existe quand même des échelons de perception de difficulté. Je vous donne un exemple. Un locuteur de langue romane, donc un italien, un espagnol ou un français, aura un peu moins de mal avec l'apprentissage d'une langue germanique qu'avec celui d'une langue slave, et vice-versa. Un locuteur de langue slave aura un peu plus de facilité avec les langues germaniques qu'avec les langues romanes. Ça, c'est intéressant de voir ça. Malgré tout, il existe quand même une légère, mais c'est de l'ordre vraiment de l'anecdotique. Je vous donne encore pour conclure là-dessus, c'est que pour n'importe quel Européen, les langues d'un autre groupe, vraiment on parle plus de famille de langues, mais de groupes linguistiques, de souches linguistiques, par exemple d'Asie, le coréen, le mandarin ou le japonais, elles seront beaucoup plus difficiles d'accès. Il n'y a pas de verbe dans certaines de ces langues-là. Pour nous, en fait, pour un Européen, c'est impossible d'imaginer des langues sans verbe. Comprenez ou pas ce que je dis? C'est vachement important à comprendre la perception presque philo-linguistique d'une langue. Vous voyez, dans certaines de ces langues-là, il n'y a pas de verbe, il n'y a pas donc de positionnement verbal dans le passé, dans le présent ou dans le futur. On va l'utiliser autrement, on va utiliser des adverbes. Les adverbes sont extrêmement développés dans les langues asiatiques, beaucoup plus que dans les langues européennes. Et donc, ça crée vraiment un gouffre de compréhension entre un locuteur d'une langue européenne et un locuteur, par exemple, d'une langue asiatique ou d'Orient. On peut prendre également, par exemple, les langues sémitiques, l'hébreu, l'arabe, etc. Là, on va mettre les vannes de côté, d'accord? En termes purement linguistiques, c'est complètement autre chose. C'est une autre structure, une autre façon de voir le monde, une autre façon de... Voilà, on est sur des groupes complètement différents des langues européennes. Troisième idée reçue, le terme langue latine vaut-il quelque chose? Oui, mais, pour parler du latin,
c'est-à-dire le latin que l'on utilisait au Sénat ou qui était utilisé par les auteurs. Vous savez, par exemple, ça peut être voilà par Cicéron. Le latin de Cicéron, on parle de langue latine, car on parle vraiment là du latin, de la langue latine. Voilà, tout comme on parle de la langue française, de la langue polonaise, on parle vraiment d'une langue identifiable en soi, et non pas de dérivés ou quoi que ce soit. Donc la langue latine, ça vaut quelque chose que quand l'on parle justement du parler du Sénat ou des auteurs, en opposition, mis très souvent en opposition avec ce qu'on appelle le latin vulgaire, qu'on a rebaptisé latin parlé, latin populaire, donc le proto-roman, ce dont je parlais dans la première partie. Mais le terme langue latine ne vaut rien pour parler des langues qui viennent du latin, qu'on appelle donc les langues romanes. En linguistique, là, sérieuse, n'importe quel linguiste sérieux, pour le coup, c'est pas un sombre connard qui fait des articles de linguistique sur Internet, mais vraiment des gens qui en ont fait leur profession, parlent de langue romane. En allemand, on parle de romanische Sprachen. En polonais, on va parler de romanski języki, par exemple, voilà. Donc, en fait, il n'y a qu'en français où les gens disent langue latine. Ça n'a aucun sens, c'est faux, ça ne vaut rien, on dit les langues romanes. Il y a un moyen mnémotechnique pour s'en souvenir. L'Empire, voilà, vous avez fini vous-même. L'Empire romain, voilà, tout simplement. Pour s'en souvenir, il faut penser à l'Empire romain qui a donc donné les langues romanes. C'est logique, c'est percutant. Ça souffre aucune contradiction. Pensez SPQR, pensez aigle, voilà. Pensez aigle, la communauté des aigles, et comme ça vous vous rappellerez du terme langue romane. Alors, là c'est intéressant de constater que certaines langues romanes ont subi un léger, métissage linguistique, le terme est un peu étrange mais vous voyez un peu l'idée, notamment le français. Le français, qu'est-ce qui fait que par exemple en français, on n'a plus de termes, on va dire les termes, les mots, par exemple les noms communs, qu'est-ce qui fait que les noms communs ne sont plus sexués, comme par exemple ils vont l'être en italien, en espagnol ou en roumain ou en corse, c'est l'influence du francique. Vous savez que par exemple en allemand, vous ne savez pas d'ailleurs, mais bon, je vais vous le dire, par exemple les mots féminins en général finissent par « e ». Ils finissent par quoi en français, les mots féminins? Voilà, ça c'est une contagion de langue germanique qui a eu lieu en français. Prendre par exemple en allemand pour dire die Weise. Die Weise, ça veut dire la façon de faire quelque chose, die Weise. Bon, c'est un E. En proto-germanique, c'était un O. On écrivait Wieso, par exemple, et le O, c'est affaibli en E. La même chose a eu lieu justement en français avec le contact du francique qui, par exemple, au lieu de dire rosa pour dire la rose, on disait rose, voilà. Et de rose à rose au Moyen-Âge, juste à dire rose en français moderne, il y a eu ce changement. Donc c'est à cause des langues du francique notamment que on va dire le français a perdu comment dire ça, a perdu les noms communs sexués. Parce que, par exemple, en italien, l'amico pour dire l'ami, et l'amica pour dire l'amie, l'ami femme, on l'entend. Mais en français, si vous dites l'ami, on n'entend pas. En fait, ça, c'est à cause notamment du francique, entre autres. L'espagnol a été métissé à l'arabe parce que, vous savez que les Arabes ont colonisé, mais en fait, c'est comme le bon et le mauvais chasseur, il y a la bonne colonisation et la mauvaise colonisation, n'est-ce pas? Apparemment, c'était une bonne colonisation. La colonisation arabe, apparemment, c'était une bonne colonisation. Bon, voilà. Les Espagnols sont pas trop du même avis, mais voilà, voilà. Donc, l'espagnol a été énormément métissé à l'arabe. Tous les mots, notamment en espagnol, qui commencent par al, quelque chose, viennent très souvent de l'arabe. Voilà, très souvent. Al-Andalus, par exemple, Andalousie, Al-Andalus, ça c'est un terme qui vient de l'arabe, par exemple. Voilà, c'était l'émirat d'Andalousie, ou je sais plus comment, c'est plus c'était l'émirat ou le califat, enfin bref, petite province musulmane andalouse, voilà, c'est un terme qui vient de l'arabe, par exemple. Le roumain, lui, a été métissé un peu aux langues slaves, mais c'est très léger, et le roumain, c'est ça qui est intéressant, un Français, d'une manière générale, est capable de comprendre des parties entières de textes dans une autre langue romane, même sans l'avoir étudié.
Mettez la vidéo en pause, prenez un texte roumain d'un sujet qui vous intéresse, je sais pas, ça peut être la bouffe, ça peut être l'astronomie, ça peut être, je sais pas, l'histoire, comme vous voulez. Vous le cherchez en français dans un premier temps, après vous sélectionnez dans les langues, vous mettez roumain, vous allez être surpris de voir tout ce que vous comprenez. C'est bluffant, vraiment, hein, c'est hallucinant, quoi, voilà. Tout simplement parce que, bah voilà, le français, malgré tout, le vocabulaire français, hein, là je vais décevoir les quelques maghrébins qui tomberaient par inadvertance sur ma vidéo. Non, le français ne vient pas de l'arabe, hein, les gens, on n'a rien à voir avec vous, d'accord. 96% du vocabulaire français vient du latin, voilà, point. Un peu du grec également, voilà. Il est vrai qu'il y a eu certains emprunts à d'autres groupes, à d'autres familles de langues, aux langues germaniques, etc. Mais non, le français ne vient pas de l'arabe. Désolé, hein, voilà, là non plus on ne vous doit rien, voilà. Quatrième idée reçue. Les langues les sous-familles de langues forment des groupes imperméables entre eux. Bah c'est faux, voilà. Et là par exemple, j'en veux pour preuve le cas de l'ukrainien, qui appartient certes au groupe des langues slaves de l'Est, mais qui est en termes de grammaire et de vocabulaire plus proche du polonais et de beaucoup que du russe. Et maintenant, je vais vous donner un exemple de ce truc-là. On va prendre le terme pour dire petit. Petit en polonais, ça se dit małe. Alors małe, c'est dans le cas du masculin, ça va être mała dans le cas du féminin. En ukrainien, vous allez avoir malej et vous allez avoir mala. Ça c'est donc petit ou petite, masculin ou féminin, selon ce qui suit. En russe, vous allez avoir malenki et vous allez avoir malenkaya. Qu'est-ce qu'on note? On note que pour le féminin, on a un aya en russe, alors qu'en ukrainien, en polonais, on a juste un a. Et bien ça, c'est une transformation qui a eu lieu en ukrainien dès le 12e, 13e siècle. C'est-à-dire que là, on a une distanciation de l'ukrainien en termes justement de phonème par rapport au groupe, par rapport vraiment au russe, au vieux russe, qui lui a conservé des traits archaïques, par exemple, par rapport à ça. Et ben ça c'est un exemple. On a également, bon, pour les mots, hein, par exemple, pour dire fille, en russe ça va être dievouchka, alors qu'en ukrainien et en polonais, là ils ont le même mot, c'est divchina. Voilà, divchina. Dans les deux langues, ça se dit pareil. Il y a plein de choses comme ça, vous voyez. Donc, on a d'un côté les langues slaves de l'Ouest, que sont le polonais, le tchèque, le slovaque, et de l'autre côté, les langues slaves de l'Est, que sont le russe, l'ukrainien, le biélorusse, mais malgré tout, on note une perméabilité et une proximité entre le polonais et l'ukrainien qui est bluffante. Et d'ailleurs, hein, c'est ce que j'avais expliqué dans mes vidéos qui n'ont pas plu à tous les connards qui sucent le chibre de Poutine, que j'avais fait en Ukraine, où j'avais expliqué un petit peu ça, qu'effectivement, l'ukrainien pur, celui que par exemple utilisait Ivan Franko, Taras Shevchenko, les termes sont plus ou à peu ou prou les mêmes qu'on utilise en polonais. Voilà. Il existe également en ukrainien encore des termes emprunts aux vieux slavons, donc qui a donné les langues slaves de l'Est qui sont plus forcément utilisées en russe, hein, voilà. Mais on a cet exemple. On a également l'exemple avec l'anglais. L'anglais qui est une langue germanique de l'Ouest, donc avec l'allemand, le néerlandais et le Plattdeutsch, le Plattdeutsch en plate justement, qui lui a des traits qui le rapprochent en partie des langues germaniques du Nord, donc les langues parlées dans les pays scandinaves que sont le Danemark, la Suède, la Norvège, l'Islande également. Et ça, on pourrait ne pas s'y attendre, on se dit c'est étrange. Et qu'est-ce qu'on note en réalité? Bah, c'est qu'en fait, géographiquement, bah, la Grande-Bretagne, c'est pas loin de la Scandinavie. Et on note qu'en réalité, proximité géographique, en général, crée également proximité linguistique. Voilà. Donc, c'est pas parce que tel groupe, on va dire telle sous-famille de langues contient telle langue que celles-ci n'interagissent pas avec d'autres langues qui sont à côté. À noter quand même que la perméabilité entre deux langues a plus facilement lieu. Bon, alors là, vous avez l'anglais qui est un contre-exemple. Hein, je sais, parce que bon, anglais, langue germanique, français, langue romane, qui a eu quand même lieu et qui donne le sabir que parlent les peuples anglophones maintenant, qui n'est qu'un créole en fait, qui est un créole
franco-anglais, en réalité franco-britannique, franco-saxon, on pourrait dire. Mais en général, la perméabilité de langue se fait quand celles-ci appartiennent au même groupe. Je donne un exemple avec l'allemand et le néerlandais. Moi, par exemple, qui parle allemand couramment, j'arrive à lire du néerlandais. Ça me pose aucun problème. Si une offre d'emploi elle est écrite en néerlandais, je vais la comprendre à 85%, voilà, 90 même, par exemple, voilà. Un Danois comprendra le norvégien sans problème, comprendra le suédois sans problème. Voilà, par exemple, pour vous donner pour illustrer un petit peu tout ça. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça a été, que ça vous a plu. Si ça vous a plu, bah abonnez-vous. Je vous le dis encore une fois, moi ça m'aide. Vous, ça vous fait, ça ne vous fait pas louper les prochaines sorties, et moi ça me fait monter, putain de merde, pourquoi vous vous abonnez pas, quoi, je comprends pas ça, voilà. Abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, laissez un commentaire également, et pour ceux qui veulent me contacter sur Telegram, vous pouvez le faire, je remettrai mon Telegram en description de la vidéo, et ben je vous dis à la prochaine la Grattardi.